Juste avant qu'on commence, je pense qu'il est très important pour vous que vous alliez me suivre sur Instagram. Tous ceux qui ont précommandé le manga Fragment, il y a les informations quant à son déroulement. Et je vais aussi me mettre à poster quelques croquis, quelques dessins d'un nouveau projet manga. Enfin, c'est la plateforme où je suis le plus facilement joignable. Vous allez voir, je suis très drôle en story. Sur ce, bon visionnage. Blue Eye Samurai est une leçon de cinématographie dans le paysage des séries d'animation. Ça fait aucun espèce de doute. Pourquoi ? Parce qu'on a fait face à une production hyper confortable niveau ressources, avec des personnes hyper talentueuses, qui avaient de la bouteille dans le cinéma live, beaucoup d'ambition, et qui se sont dit « Ok, les séries d'animation c'est cool, mais les séries d'animation qui incorporent des techniques et des procédés purement hérités du cinéma live, c'est encore plus cool. » Et il n'y avait pas que le staff de Blue Eye Samurai qui se sont fait cette réflexion. Grosso modo, il y a tout un tas d'artistes qui se sont dit que le médium qu'est l'animation est beaucoup trop intéressant pour qu'on se cantonne seulement à des comédies frénétiques et boulimiques de gags, saupoudrées de pseudo-réflexions méta à la con. Mais parmi tous ces gens-là, les plus déter, c'était sans doute Gen-Woo et toute sa clique. A piece of art, animation can be mature. Animation can tell very, very complex stories as well. Mais ils étaient tellement déter qu'à un moment on a fini par se demander quel était encore l'intérêt. Quel était encore l'intérêt de mettre de l'animation dans tout ce bordel ? Ok, on s'était arrêté là l'autre fois. Il est donc maintenant temps de voir quel est le pouvoir de l'animation dans Blue Eye Samurai. Malgré que Blue Eye Samurai avait pour ambition de simuler l'expérience unique des films ou des séries live très ambitieuses, de par tout ce qu'on a dit dans la dernière vidéo, je vais pas vous refaire le speech, Blue Eye Samurai, ou du moins son staff, avait aussi pour ambition de mettre au pinacle l'animation, qu'elle soit orientale ou occidentale. C'est d'ailleurs une question qui s'est posée très frontalement pour nos deux showrunners pour qui Blue Eye Samurai était leur toute première expérience dans l'animation. Saying, this is a live action story, why animation? Why not animation? Why pick any medium for art? It has its own beauty and its own process, and I just feel so fortunate to get to be a part of it. Et ce que je vous propose, c'est de faire un tour de ce que ça veut dire concrètement la magie de l'animation dans la série Blue Eye Samurai, pour tirer quelques conclusions de ce que plus d'un siècle d'animation peut apporter à la narration d'une très grande série aujourd'hui, et surtout en complément de toutes les techniques héritées du cinéma live. On peut y aller. Tout d'abord, Captain Obvious, l'animation c'est une affaire de mouvement. Commençons alors par là. Les mouvements, comme on l'a vu, sont pas si stylisés que ça, voire presque pas. On est quasiment sur un effet rotoscope, même si c'en est pas. Mais c'est quasiment l'effet recherché. Et on verra pourquoi un peu plus tard. Pour le moment, on va se contenter de dire que c'est une franche réussite, comme on l'a vu encore une fois dans la dernière vidéo au niveau des mouvements secondaires, des kimonos, de l'animation labiale, etc. Et c'est pour cela que le staff est parti sur une animation par ordinateur avec les intervalles précalculés. C'est pour rendre au mieux tous ces mouvements subtils. D'autant plus que ces personnages sont vêtus de costumes très détaillés, très fournis. Les redessiner à la main à chaque fois, ce serait un peu chiant, les modèles 3D simplifient la vie. Mais c'est dans les scènes d'action que Blue Eye Samurai va se permettre de dévier un petit peu de son modèle de base pour embrasser certains codes pure animation 2D. Attention, on part pas non plus sur une animation à la trigger, mais il y a quand même une différence. Exemple. Pour représenter la vitesse des mouvements, quelquefois dans Blue Eye Samurai, on utilise des smears, à la place des motion blur qui sont là pour émuler le fonctionnement d'une vraie caméra. Les smears, eux, sont purement graphiques. Et normalement, comme ce qu'on disait sur la vidéo sur Spider-Verse, quand t'es sur une animation 3D, t'as pas besoin de smears. Mais Blue Eye Samurai fait ce choix-là et c'est très intéressant la manière dont Blue Eye Samurai stylise ses smears. Les smears dans Blue Eye Samurai sont très lâchés à la manière de coups de pinceau de maître. Et c'est ça qui donne beaucoup de charme au mouvement, notamment à ceux de Mizu. On voit directement qu'elle est d'une maîtrise incroyable, comparativement aux cloportes qu'elle affronte, notamment dans le dojo dans le premier épisode. Ces mouvements coulent avec sérénité, tel le pinceau sur la toile. À ce stade-là, sa quête de vengeance est encore un art. Dans la même veine, l'animation souvent faite en 2D ou en 3D stylisée pour que c'est l'apparence 2D des FX, des effets spéciaux, est aussi quelque chose avec lequel Blue Eye Samurai compose énormément pour y injecter pas mal de personnalité, et non pas juste pour faire le truc le plus photoréaliste possible. Le meilleur exemple, je pense que c'est l'animation du sang, ou plus précisément des éclaboussures, qui sont eux aussi traités de manière très artistique, un petit peu comme de l'encre de Chine jetée, lâchée sur la toile, ou même encore comme des coups de pinceau de maître. Et ce, notamment dans les premiers épisodes, parce qu'à ce moment-là, Blue Eye Samurai veut encore vous convaincre
que Mizu est une samouraï romantique avec le code de l'honneur du samouraï, que les affrontements et les batailles sont en fait de l'art et qu'il n'y a rien de malsain ni de viscéral dedans, mais plutôt que de l'élégance et de la beauté. Mais ça va très rapidement changer, parce que toutes ces smears et tous ces mouvements élégants vont peu à peu disparaître au profit d'une animation beaucoup plus saccadée, beaucoup plus brute, avec beaucoup moins d'intervalles entre les poses, et Mizu aura une gestuelle beaucoup plus barbare. Les éclaboussures de sang seront plus du tout stylisées, ce sera vraiment des effusions sauvages, à la Tarantino quoi. Et tout ça reflète le fait que Mizu est de moins en moins une samouraï exerçant son art, mais de plus en plus une serial killeuse, un avatar de la haine, de la vengeance, de la rage, un Hanryo. Tout ça tu le comprends non seulement avec les événements qui se passent dans Blue Eye Samurai, mais tu le comprends aussi avec la pure représentation des mouvements de Mizu, avec de la pure animation. De l'aveu de certains de ces animateurs FX, ils ont passé beaucoup de temps à donner une personnalité au cycle d'animation des FX, notamment des flammes. Et ça se ressent. Chaque élément dans Blue Eye Samurai a une certaine personnalité parce qu'il y a une certaine signification thématique aussi dans l'œuvre. Et ça, on va en reparler en profondeur dans le prochain chapitre. Mais je voulais simplement que vous notiez à quel point c'était important pour le staff de corréler la représentation des mouvements des personnages ou des mouvements des effets spéciaux avec la narration. Ça, c'est quelque chose que seul le médium de l'animation te permet de faire. Et c'est ce qu'on n'arrête pas d'analyser sur cette chaîne. Et on va continuer d'ailleurs, donc abonne-toi si ça te plaît. Il y a encore un autre cas de figure dans Blue Eye Samurai. Lors de certaines scènes qui ont pour but de représenter un cadre spatio-temporel assez particulier, l'animation elle-même peut jouer de ses codes pour représenter au mieux cette modification de perception du temps, sans toutefois porter atteinte à la crédulité du spectateur. J'arrive avec l'exemple, vous inquiétez pas. Encore une fois, dans l'épisode 1, premier combat entre Taigen et Mizu, on a un espèce d'effet oil paint animation pour montrer que la scène ne se situe pas dans la même timeline, qu'il s'agit d'une projection mentale de Taigen sur le combat. Et je dis que c'est un effet parce que bien évidemment, ils ont rajouté ce style avec un logiciel. Ils n'ont pas vraiment fait de la peinture sur verre. Puis après ce passage-là, on a un passage où l'animation est volontairement très saccadée, avec un très low framerate, qui donne donc cet effet de ralenti assez particulier, qui est assez différent des vrais ralentis caméra. Des ralentis caméra Blue Eye Samurai en comportent, pas mal d'ailleurs, vu qu'on est sur de l'animation 3D calculée par ordinateur, tu peux mettre le nombre d'intervalles que tu veux entre tes poses clés et donc faire de vrais ralentis, pas comme si tu dois tout redessiner à la main. Donc Blue Eye Samurai comporte ce genre de ralenti vraiment impressionnant qui montre toute la beauté des mouvements qu'on rappelle chorégraphiés par de vrais cascadeurs, mais cet effet low frame rate, c'est encore autre chose, parce que cet effet-là est pas du tout utilisé pour montrer quelque chose d'impressionnant. Il est utilisé, encore une fois, pour montrer que dans la tête de Mizu et Taigen à ce moment-là, l'écoulement du temps n'est plus le même. Ils sont rentrés en pleine concentration dans le flow, donc ils ne perçoivent pas le temps de la même manière. J'aime beaucoup quand Blue Eye Samurai ajoute ce genre d'effet de style. Par exemple, cet effet low frame rate, et on en avait parlé sur la vidéo sur le loup du chapeauté 2, peut vouloir dire autre chose selon le contexte. Dans cette vidéo sur le loup, par exemple, j'avais fait l'analyse que ça faisait plus lancement de partie de jeux vidéo, comme dans les vieux jeux de versus fighting. On voit, malgré ses apparences de série réaliste, ce qu'elle est quand même en grande partie, que Blue Eye Samurai se permet de jouer avec les codes de l'animation dans son approche du mouvement et du temps pour raconter son propos. Mais ce n'est pas tout, et c'est même que l'entrée. Car là où Blue Eye Samurai utilise à fond les forces historiques de son médium, c'est bel et bien dans sa direction artistique, qui est juste somptueuse. Même si notre chère Jinwoo National a maintes et maintes fois répété qu'elle voulait une série qui possède les qualités du live action, mythology and philosophy into the show. Elle voulait, et l'ensemble des réals de Madrid voulait, une série qui embrasse une esthétique très traditionnelle et peinte, ou comme ils disent, très proche du concept. Et pour ça, hands with her and saying, we're not going to take a dive and go from concept art to something completely different. We're going to make sure it continues to look like that. She said, those brush strokes we see, those stay. And we're like, yeah, so now we're family. Historiquement, l'animation reste quand même beaucoup plus efficace. Déjà dans l'animation, tout peut avoir l'air peint. Et dans Blue Eye Samurai, malgré qu'il y ait beaucoup d'assets qui soient modélisés en 3D, tout a l'air 2D, tout a l'air plus précisément peint, que ça soit les décors, les FX et même les personnages. What was the challenge is that we use these 3D characters, but we make them look 2D. Et ça demande un vrai travail pour repasser par-dessus les modèles 3D, pour y rajouter quelques lignes, quelques coups de pinceau, etc. Même si bien évidemment ils ont des logiciels pour un tout petit peu automatiser le process, comme c'est le cas chez Sony, comme c'est le cas chez Arkane, chez Fortiche. Faut pas déconner, il y a quand même un certain travail de retouche et surtout d'harmonisation, notamment pour les décors comme on l'a expliqué pour la dernière vidéo. Et c'est marrant parce que quand t'écoutes un petit peu les différentes interventions des membres du staff, je sens vraiment que leur plus gros regret c'est de ne pas avoir pu peaufiner à 100% tout l'aspect peint justement de la série et qu'à quelques moments le côté 3D ressortait un tout petit peu trop à leur goût. 3D bubbles
which I wish looked a little more 2D. That's one of my, darn, wish we could have, but... Mais avoir une esthétique qui se veut artisanale et peinte, ça veut aussi dire avoir des compositions colorées très marquées. Et des compositions colorées très marquées, Blue Eye Samurai en a pas mal. Le tout reste quand même très crédible, mais il faut avouer que soit c'est très bleu, soit c'est très orange, soit c'est très blanc. Ou des fois, quand il y a un petit peu de mysticisme dans l'air, ça peut être très violet. Les personnages, quant à eux, ont aussi, comme on l'a vu, des proportions assez réalistes, ce qui est anormalement rare pour une série d'animation occidentale. Les chara-designs sont aussi très réalistes dans le trait des visages, des coiffes. On est presque sur un travail d'acteur. Mais ils sont aussi très simplifiés. Les visages des personnages comportent très peu de détails, que ce soit de sourcils, de paupières, de boutons. Et tout ça, apparemment, ça a été fait avec la volonté de coller le plus possible au bunraku, les poupées marionnettes japonaises. I'll look for the characters, trying to get that stylization and simplicity of the bunraku puppets into the characters as well. Avec leurs traits simplifiés et leur peau très pâle, ça permet de mettre facilement l'accent sur les émotions des personnages sans être obligé de faire grossir les yeux, comme ce qu'on voit assez souvent. Et ça, c'est encore plus criant dans l'épisode 5 où il se passe cette fameuse scène de bunraku justement. Et pour finir, avec l'esthétique de Blue Eye Samurai, on a aussi les décors qui sont dans des proportions assez naturalistes, mais qui sont eux aussi très simplifiés, voire schématiques, avec une grande absence de détails. Et cette économie au niveau des détails n'est pas forcément intuitive concernant les décors. Si elle s'impose, je dirais presque naturellement pour les personnages dans les autres séries d'animation, pour les décors, justement pour contrebalancer cette simplification des personnages, très souvent on accorde un soin plus élevé aux détails et au réalisme des décors. Et d'ailleurs dans les tout premiers concept art de Blue Eye Samurai, les décors étaient aussi beaucoup plus chargés de détails. Mais en fait les réels voulaient absolument coller à l'esthétique des estampes japonaises. Avec tout ça, on peut vraiment dire que Blue Eye Samurai a une direction artistique qui semble donner vie et mouvement aux estampes japonaises. Et en plus de ça, assez fréquemment dans la série, il y a des passages encore plus stylisés pour donner un sens à ce qui se passe à l'écran, dans la tête des personnages ou dans le scénario. Blue Eye Samurai est très poétique et comme on l'a vu dans la partie précédente, il est aussi très cinématographique et élégant. Je pense que vous comprendrez alors pourquoi il est pour moi très difficile de choisir une image digne de représenter la série pour la miniature de ces vidéos. Comme je le disais au début de la partie, je considère que de coller au maximum à cette esthétique peinte fait partie des forces classiques et traditionnelles de l'animation par rapport au live. Non pas parce que le live en est complètement incapable. Les films d'Akira Kurosawa, dont cette série s'inspire d'ailleurs, me feraient mentir, tout comme les films de Francis Ford Coppola, tout comme les films de pas mal d'autres réalisateurs aussi. Mais vous vous doutez bien qu'avec toutes les contraintes matérielles que demande un tournage, il est beaucoup plus dur de matcher avec le niveau de liberté que peuvent se permettre les séries d'animation à ce niveau-là. Et je sais qu'il y a bien les effets numériques et la photographie qui peuvent permettre d'atteindre des résultats plus ou moins élégants. Mais en animation, ça fait très longtemps qu'on maîtrise au mieux le fait de donner du mouvement à des styles très graphiques, que ce soit la peinture, la bande dessinée, même la gravure. En vrai, c'est assez simple à comprendre. Il est beaucoup plus facile pour un artiste de schématiser le détail des feuilles d'un arbre par exemple qu'à un réalisateur. L'artiste a presque une liberté infinie à ce niveau-là. Maintenant qu'on a vu en quoi Blue Eye Samurai, malgré son aspect très live action et réaliste, embrasse tout de même certains codes et certaines forces historiques de l'animation, on va voir en quoi tous ces éléments permettent à Blue Eye Samurai de raconter une histoire unique. On a commencé vite fait à l'évoquer dans les parties précédentes, mais là, on va vraiment mettre les deux pieds dans le plat. We wanted to make sure that the visuals looked like the ukiyo prints of Hiroshi Yoshida-san. Si le staff voulait autant coller à l'esthétique des ukiyo-e, et notamment celle de l'artiste Yoshida Hiroshi, qui était la rêve principale de toute la série, c'est parce que ça corrobore avec les intentions de la série et notamment ce que représente le personnage de Mizu. Mizu, elle est mi-occidentale, mi-orientale. Et dans la série, c'est ce qui fait son malheur, son anomalie. Mais ce qui est intéressant, c'est que la production de Blue Eye Samurai est elle aussi mi-occidentale, mi-orientale. La production de cette série est métisse et c'est ce qui fait sa force. Elle pioche tant dans l'animation orientale qu'occidentale, tant dans les qualités du live que celles de l'animation. Et si vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, vous voyez que ça peut faire sens avec les thèmes que veut aborder la série, qui grosso modo s'interroge sur les mœurs et les cultures de la société féodale japonaise, très auto-centrée, très romantisée, qui a certes plein de qualités, mais aussi des défauts inhérents à son manque de tolérance et d'ouverture d'esprit, entre guillemets. Yoshida Hiroshi, l'artiste dont s'inspire énormément le staff de Blue Eye Samurai, peignait des estampes qui se distinguaient énormément des autres, de par l'ajout de perspectives avec différents points de fuite et l'utilisation de la peinture à l'huile, deux techniques typiquement occidentales. C'est donc un symbole non négligeable que ce soit ces travaux qui inspirent la série Blue Eye Samurai. Ça, c'est quelque chose de totalement délibéré, même par Netflix, car quand ils vont chercher Jinwoo,
en tant que réalisatrice de cette série, ils savent parfaitement ce qu'ils font. Parce que elle aussi, c'est un pur mélange. Occidental, oriental, live action, animation. C'est vraiment un truc que je kiffe, tisser les liens entre les questionnements, les thématiques d'une série, de manière extra-diégétique jusqu'à sa production et aux membres du staff, etc. C'est pour ça qu'à chaque fois, je me fais une joie de remonter toute l'aventure épique qui précède chaque série d'animation, chaque film qu'on regarde sur nos écrans. C'est parce que cette aventure on dit très long sur le show au final, mais l'apport est aussi purement diégétique. Blue Eye Samurai possède une narration qui passe énormément par les éléments naturels ainsi que les saisons. Et ça, dès l'introduction de l'épisode 1, on le voit direct. Cette introduction va directement mettre en scène une opposition entre deux éléments phares de cette série qui font partie intégrante du personnage de Mizu. D'abord le feu, les flammes, de la colère qu'elle porte en elle, du désir ardent, de vengeance aussi. Vengeance qui justement sera pour elle un plat qui devra se manger très très froid à s'en glacer les dents. Et la combinaison des deux est peut-être l'acier, la forge qui demande de la passion brûlante ainsi que de la patience. On a l'eau aussi, l'eau d'une cascade, l'eau d'un fleuve, qui va souvent être un moment d'introspection et de méditation pour elle. Ce qui est très compréhensible car pour elle, c'est dans l'eau qu'elle a toujours pu faire tomber un petit peu cette carapace de samouraï taciturne, dure à cuire et masculine pour se laisser aller un tout petit peu à la vulnérabilité ainsi qu'à sa féminité. Et ça ne s'arrête pas là du tout. La série commence dans un hiver glacial et se finit sur un printemps, symbole de renaissance avec ses fameuses sakura et ses couleurs beaucoup plus saturées. Quand on découvre le flashback de Mizu, on a un droit à un tout autre cycle saisonnier qui représente excellemment bien son développement de personnage, notamment dans sa relation avec une certaine personne, mais je vais pas spoil. Mais cet épisode, il y a énormément à dire, pour moi c'est le meilleur de toute la série. Cette narration par les éléments est suffisamment bien appuyée dans la série, notamment avec ses longs plans extrêmement bien composés et ses compositions colorées très intelligentes, pour que n'importe lequel des spectateurs puisse s'en rendre compte. Il n'y a aucune grande scène de développement de personnage, notamment celle de Mizu, qui n'est pas accompagnée d'un élément naturel fort qui est mis en avant. Et comme je viens de le dire, qui s'appuie aussi sur des couleurs très bien réfléchies et très centrales. Notamment, pour ne citer que cet exemple, le bleu des yeux de Mizu qui la trahissent, le bleu de sa tenue, le bleu de la lune, de l'hiver, de la mer, de l'Onryo, et même du titre de la série. Encore une fois, je ne dis pas que ce genre de narration est totalement impossible dans le live action, loin de moi. Des films comme La La Land par exemple viendraient me faire méchamment mentir, mais je trouve que c'est totalement incomparable au degré de richesse que peuvent se permettre ces séries d'animation, et notamment elle, Blue Eye Samurai. Et une partie de ce que les réals appellent la magie de l'animation réside dans tout ça. On avait promis de répondre à cette question à l'issue de cette vidéo. Way of delivering stories in another level. And again, people like you and I have grown up with anime and animation all of our lives. So we are used to watching that language. L'animation a sa propre façon de raconter les histoires, ou comme le suggère Humber Noise Me, elle les raconte à un autre niveau, à un niveau intemporel. Ce médium qui est historiquement une illusion, un moyen de tromper votre œil, c'est parce que sûrement, à l'instar de son grand frère qui est l'évolution du théâtre, lui est peut-être l'évolution des spectacles de marionnettes. Après tout, les fondateurs des principes modernes de l'animation ne l'appellent-ils pas l'illusion de la vie? Faire naître le mouvement avec quelques traits bien sentis, avec ce sens du rythme, de l'espace et du timing. Il y a d'ailleurs pas meilleur exemple pour décrire cette magie de l'animation que le 12e des 12 principes. La pile, ou l'attrait en français, qui dit que votre animation doit avoir ce charme qui passe par l'épuration des émotions véhiculées, qui dit que vous devez esthétiser la vie que vous tentez de représenter. Et peut-être qu'au final, c'est pour ça qu'on aime autant l'animation depuis l'enfance. Car l'humain s'est toujours pris au jeu des tours de magie, jusqu'à suspendre son incrédulité si vous lui promettez un beau tour. Et l'animation, un peu comme les fables ou les contes, de par leur puissance évocatrice, leur symbolisme et leur stylisation de notre réalité, ils sont capables de nous raconter des histoires universelles et intemporelles qui flattent petits et grands. Et ça, c'est un sacré tour. Donc quoi de plus étonnant que l'animation ait commencé par adapter des contes et des fables, et que parmi ses plus grands classiques, on en dénombre encore pas mal. Et c'est un peu ce qu'est Blue Eye Samurai au final, qui démarre comme le récit d'un conte de la quête vengeresse de l'Onryo. Et c'est quand on a fini de dire tout ça qu'on peut vraiment se rendre compte de toute la démarche artistique et presque idéologique des réalisateurs derrière Blue Eye Samurai. L'approche live action très cinématographique avec une animation réaliste et mesurée, tout ce langage-là était là non seulement pour donner une dimension grandiose, extrêmement crédible à l'univers, mais était là aussi pour rassurer les plus sceptiques à l'animation, pour mieux leur rappeler la magie dont elle est capable. Et le mariage est juste parfait.
Au même titre que Game of Thrones avait réconcilié le grand public à la fantasy, ou qu'Avengers avait réconcilié les séries et les films de super-héros avec le grand public, peut-être que Blue Eye Samurai va réconcilier le grand public avec les séries d'animation pour adultes, avec la titanesque saison 2 qui se prépare. En tout cas, moi je pense qu'on est sur le foutu bon chemin. J'ai quand même pas fait en tout plus d'1h30 de vidéo sur cette foutue série de Narvalo pour ne même pas parler du foutu meilleur épisode. Ce serait atroce quand même, non ? Bon, je sais que vous avez mangé assez de Blue Eye Samurai comme ça et que pour la plupart d'entre vous, vous en avez marre. Mais pour ceux qui le souhaitent, j'ai sorti une analyse détaillée de chaque scène du mythique épisode 5 de Blue Eye Samurai, qui est juste une perle en termes de narration, de visuel, d'animation, etc. Un petit peu à la manière de ma vidéo sur le loup ou des anciennes reviews que je faisais sur des épisodes de One Piece ou de Naruto pour ceux qui s'en souviennent. Et cette vidéo est disponible dans mon espace membre parce que oui, j'ai sorti un espace membre pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne. C'est désormais possible. J'ai designé des badges tout beaux, tout propres. Il y a un accès anticipé aux futures analyses. Il y a même aussi les anciennes vidéos. Je sais que pas mal d'entre vous me les réclamaient. Et il y a aussi donc des vidéos exclusives, des mini-analyses sur des sujets d'actualité ou pas, du monde de l'animation. Et il y a encore plein d'autres trucs. De toute façon, je vous redirige vers la mini-vidéo présentation qui présente tout en détail justement. Quant à moi, je retourne en hibernation totale pour préparer la future grosse analyse sur un nouveau sujet très passionnant du monde de l'animation. N'oublie pas la vidéo sur Hayao Miyazaki, ne vous inquiétez pas. Abonnez-vous pour ne rien louper. Allez faire un petit tour dans la description, il y a tout ce qu'il faut pour vous. Et à plus dans le bus.